Oui, Réal Benoît, immédiatement après la guerre, le gouvernement du Brésil vous a accordé une bourse. Ouais. Comment ça s'est déroulé, ça, et pourquoi cette bourse? Moi, j'avais écrit un recueil de contes en 43-44, publié chez Parizeau, qui s'appelait Naison. Le livre avait eu un succès d'estime, disons, et moi, je voulais voyager. J'ai posé ma candidature, j'ai demandé à Jean Désy, qui avait déjà envoyé là Jacques de Tonnancour et Pierre Dansereau, et j'ai eu la bourse. J'ai appris le portugais, et je suis allé au Brésil. J'ai eu la bourse, j'ai appris le portugais, je suis allé au Brésil. Oui, Apprendre le portugais, c'est, disons que c'est relativement facile, facile. mais aller au Brésil, surtout pour les moyens qui étaient les vôtres à ce moment-là, c'était plus difficile, je Ben, le pense. gouvernement payait le transport, mais j'avais décidé, moi, de ne pas donner l'argent à une compagnie de bateaux. Des avions, enfin, c'était beaucoup plus rare. J'ai donc décidé, naïvement, qu'on irait de nos propres moyens, sur mon propre bateau. Vous aviez un bateau à ce moment-là? Non, je suis allé en Nouvelle-Écosse, j'ai acheté un vieux bateau de pêche et on l'a transformé. On est parti avec une goélette de 45 pieds. Aviez-vous déjà navigué Sur des petits bateaux, oui, oui, sur le lac Saint-Louis. sur le lac Saint-Louis? Oui, 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 mais j'ai appris la navigation céleste, navigation côtière. Ce sont des choses qui s'étudient, c'est pas un mystère. Est-ce que vous y aviez pensé avant à étudier la navigation Beaucoup, sérieusement? beaucoup, 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 beaucoup. Je m'étais nourri de livres de navigation et de récits de voyage, mais sans arrêt. Quand vous étiez très jeune même. J'étais empoisonné par l'idée de partir et surtout de partir en bateau à voile. Puis vous êtes descendu jusqu'où? Jusqu'aux Antilles. Et là, on s'est aperçu que le bateau était avarié, sérieusement. Donc, on est revenu à Miami et on a vendu. Puis là, qu'est-ce que vous avez fait? Ben là, le caméraman nous avait rejoint à Miami. Donc, on avait tout un stock de films. On avait 10 000 pieds de films couleur. On avait tout l'équipement. Alors, on s'est dit, quel est le pays le plus proche et le plus intéressant où on pourrait aller filmer? Alors, on a regardé, on a étudié, on a vu que c'était Haïti. Et on est parti pour Haïti. On a fait 3 mois, 4 mois de film en Haïti. Mais vous dites que le caméraman était arrivé. Est-ce Il que nous vous... avait rejoint à Miami. Oui, mais vous étiez, dès le départ, c'était dans vos projets, ça, de Ah faire oui, un oui, film. parce que, oui, oui, j'ai oublié de vous dire ça. On avait un contrat de l'Office du film. Mais le contrat, l'Office l'avait annulé assez rapidement. Parce qu'on était très en retard. Il y avait même des députés qui s'étaient levés en chambre pour demander qu'est-ce que c'était que ces aventuriers qui partaient avec l'argent du gouvernement à bord d'un bateau à voile. Et vous n'aviez jamais réalisé de film. Non, 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 j'aimais le cinéma, mais c'est plutôt que, disons, comme journaliste qui aurait fait un documentaire sur le voyage. Mhm. Bon, alors vous avez décidé d'aller faire un documentaire sur Haïti. Ouais. Alors, mais tout ce temps-là, le Brésil m'attendait. Alors, au bout d'un an, là, j'ai commencé à être inquiet. Alors, j'ai télégraphié à Jean Désy pour lui demander si le Brésil m'attendait encore. Parce que M. Désy, je crois qu'il avait le sens de la publicité, avait préparé des réceptions partout, dans tous les ports. La fanfare nous attendait avec M. le maire, les déclarations et tout ça. Alors, il a fallu télégraphier à Désy. Désy nous a dit oui, oui, on vous attend, mais dépêchez-vous. Et sur les entrefaites, il y avait un avion de l'armée brésilienne qui faisait des envolées d'entraînement avec un DC-3 dans la région. Alors, ils m'ont ramassé à Saint-Domingue. Et je me suis rendu à Rio en DC-3 par étapes successives. Ça a pris 3 jours, 3 nuits. C'était très drôle. Mhm. Et là, vous aviez fait votre travail de cinéaste à Haïti. Oui, Pendant 3 mois, vous avez tourné. oui. Qu'est-ce que vous en avez rapporté? Ben, on a rapporté un film sur les peintres primitifs d'Haïti, qui a eu quand même son petit succès. Il a gagné des prix à des festivals. Il a été acheté, distribué dans le monde par une grande maison de distribution. On a aussi fait un long documentaire. Et c'est ce qui m'a donné le goût après de faire une compagnie de cinéma, de partir une compagnie de cinéma. Et votre séjour en Haïti, en dehors du cinéma, quel souvenir vous en gardez? Ben, j'en ai gardé un souvenir excellent et je l'ai même écrit, c'est ça que vous voulez me faire dire, je suppose. J'ai écrit un. C'est pas un bouquin, c'est un recueil d'essais, de nouvelles qui s'appelle Rhum Soda, qui a été publié en partie dans les écrits du Canada français. Rhum Soda ou Rhapsodie antillaise. Mhm. Et qui, au départ, est une sorte de journal de voyage un peu romancé. Hein, Ben, si on veut, mais j'aime pas le mot journal de voyage, c'est, disons, des impressions de voyage, un petit peu romancées, un petit peu même dramatisées, parce que je mets des personnages là-dedans, mais je raconte pas, ce matin, nous nous levions, il faisait très chaud, il faisait très beau. Là. Bon, non, non, vous inventez. j'invente. Mais presque toujours à base de situations qui ont existé ou de personnages que j'ai connus, que j'ai transposés. Mais c'est assez étrange, vous voyez, au début de votre carrière d'adulte, disons, il y a cette grande aventure de navigation dans un bateau pourri que vous avez dû abandonner en cours de route. C'était quand même navigation sur l'océan Atlantique. Mhm. Euh, et il y a aussi cette espèce de désir de voyage dans votre tête hein, que vous avez toujours entretenu. Euh,
On dirait que vous êtes un homme qui a toujours voulu aller ailleurs. Est-ce que déjà à ce moment-là, vous le sentiez ça bien concrètement chez vous? Oui, je pense que oui. Oui, et même quand je suis ailleurs, je voudrais être ailleurs. Toujours. Oui. Vous n'êtes jamais au bout de Quand votre je suis voyage. ailleurs, je voudrais déjà en être parti pour être encore ailleurs. Je sais pas, c'est peut-être de la fuite, non? Ouais, et puis après un an, vous avez dû revenir. Après un an, je suis revenu parce que d'abord c'était fini. Oui, je suis revenu par la France et je suis revenu ici en 47 avec le métrage haïtien à Et le monter, livre. à organiser et le livre à préparer. Bon, alors là, vous vous êtes installé à Montréal. Oui. Vous avez voulu continuer à faire du cinéma. Ben, c'est-à-dire pas tout de suite parce qu'on n'avait pas d'argent, j'étais absolument fauché. Écoutez, j'avais été parti pendant 2 ans. Alors j'ai pris un job de rédacteur dans un journal d'usine à la General Electric. Un journal bilingue sur 8 pages, ce qui s'appelle là-bas pompeusement des house organs. Donc, vous en êtes sorti quand même de ce journal d'usine. Oui, oui, j'en suis sorti. Après avoir gagné un prix avec le film Primitive Artist of Haiti, parce qu'il fallait le faire en anglais, il fallait surtout le distribuer aux États-Unis et ailleurs. Alors là, on a gagné un prix ici et on a été sélectionné au Festival d'Édimbourg en Écosse. Alors là, on s'est dit, bon, ben, on commence. Et on a fondé une compagnie. Qui ça, On, c'était mon associé d'alors, André de Tonancourt et moi. Mhm. Seulement, à ce moment-là, il n'y avait pas grand débouché dans le cinéma, il fallait faire du documentaire ou des films industriels. Ou alors la télévision est arrivée, on s'est mis à faire des commerciaux de télévision et aussi des émissions de télévision. Ça, c'était dans les années 50. Ça, c'était, écoutez, la télévision, oui. Et vous aviez toujours en tête à ce moment-là des projets de grands reportages ou de longs métrages. Ben oui, naïvement, je me disais, je voyais ce qui se faisait ailleurs. Écoutez, c'était à peu près vers la même époque où Truffaut faisait les 400 coups pour 40 000 dollars. Je me disais, il n'y a pas de raison qu'ici, on ne fasse pas des longs métrages qui coûtent pas cher et qui puissent être exportables. Alors, on rêvait en couleur. On a englouti des milliers de dollars à faire des frais, à faire des essais, des tests d'extérieur, d'intérieur, de maquillage, de costumes. On a même acheté du matériel, on a acheté les droits de la nouvelle dont on voulait tirer un film. Alors, ça a englouti des milliers de dollars. Et un jour, je me suis trouvé devant rien et ma compagnie a fait. Et puis alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, il m'est arrivé une chance assez formidable. Radio-Canada m'a repêché, m'a demandé si je n'accepterais pas de diriger le service des émissions sur film. Et c'est ce que vous faites depuis, Ouais, depuis quelques années. 60. Et à travers tout ça, vous vous êtes occupé du Festival du film de Montréal, Ouais. puis vous vous êtes acquis la réputation d'être contre le cinéma canadien. Comment ça s'est Non, je ne déroulé, suis ça? pas contre le cinéma canadien du tout. Disons qu'au contraire, je trouve que si il m'est arrivé, s'il m'arrive encore de critiquer le cinéma canadien-français, c'est parce que je suis exigeant et que j'aime les gens, j'aime mon pays et je veux que le cinéma soit à la hauteur de ce que moi, je pense qu'il devrait être. Je ne dis pas que j'ai raison, mais je trouve qu'à ce moment-là, il faut accepter les critiques. Je sais pas, il faut jouer le jeu. Quand on fait un film, on doit accepter qu'il soit montré, donc on doit accepter qu'il soit aussi jugé. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe quand même dans ce domaine du cinéma, est-ce que ça vous tenterait pas de tenter Non, votre chance à nouveau? non, non, pas en arrière de la caméra, écrire, oui. Faire des scénarios de films, mais pas. Pourquoi pas en arrière de la caméra? Ah non, j'ai un complexe affreux devant les comédiens. Pourquoi? Les comédiens me gênent. Je suis gêné par leur, disons un mot péjoratif, là, par leur exhibitionnisme. Et, tiens, Godard disait ça. Godard veut jamais tourner. Godard tourne toujours dans des rues désertes avec une toute petite équipe de rien du tout. Les comédiens le gênent, et pas seulement parce qu'ils ne croient pas tellement aux vrais comédiens, parce que les comédiens le gênent. Et la foule autour le gêne. Et moi, je me souviens dans le temps, quand je faisais jouer des comédiens, même en face d'eux, je n'osais pas les regarder. Il y a une espèce de pudeur que j'ai toujours d'ailleurs devant les comédiens. Et surtout quand vous tournez des longs métrages de fiction, ça devient Ben, presque impossible à ce ouais. moment-là. Alors, je m'attends. Non, non. À part ça, j'ai peut-être pas l'étoffe de mettre en scène du tout. Du tout. Maintenant, vous parlez peut-être qu'un jour vous collaborez au cinéma, mais en tant que scénariste et que dialoguiste plutôt que comme réalisateur. Vous avez quand même tenté l'expérience du téléthéâtre. Oui. Ah, ça a été assez formidable. Mais là, vous ne l'avez pas réalisé, votre Ah, je ne l'ai téléthéâtre. pas réalisé, mais j'avais peur quand même. Et je me souviens pendant les enregistrements et pendant les playbacks, là, quand il redonnait la scène pour juger si elle était acceptable, je me cachais dans une petite pièce où il y avait un moniteur parce que je ne pouvais pas me reconnaître. Je disais, c'est pas possible, c'est pas moi qui ai écrit ça. C'est facile d'écrire une chose sur du papier. C'est bon, ça coule, c'est tout doux, c'est tout simple, mais vous l'entendez.
tout à coup, sur un plateau, et gueuler à toute force. Vous dites, mais c'est pas moi qui ai fait ça, et ça, ça vous secoue les trucs, non? Mais là, ça dépasse peut-être l'aspect comédien. Là, c'est peut-être de Alors, vous-même oui, que oui, vous avez oui, peur. oui, oui, c'est ça, oui. Oui, puis en même temps, il y a en même temps aussi une grande satisfaction, hein, de voir des personnages sortir du papier et prendre forme, prendre chair et s'exprimer comme des êtres véritables. Non, j'avais trouvé ça fascinant. Mais on dit que souvent l'auteur se sent trahi quand même, qu'il ne le voyait pas comme ça, qu'il... Ah non, non, moi, j'ai pas été Non. trahi. Michel Rossignol et Pralier et Fugère avaient été formidables. D'ailleurs, ce que vous avez fait, ça n'a jamais laissé les gens indifférents. Ou vous avez eu des critiques dithyrambiques, ou vous avez eu des gens qui étaient contre vous d'une façon assez violente. Je me souviens au sujet du marin d'Athènes. Oui, Je crois même que vous l'avez indiqué dans la publication, ensuite, quand on a fait le Cercle du Livre de France, que d'une part, certaines critiques avaient été très oui, élogieuses et d'autres avaient été très méchantes. oui, oui. Puis il y a un journal de Québec qui a écrit une écœuranterie. Il n'y a pas d'autre mot pour qualifier l'émission que Radio-Canada nous a présentée hier sous le titre du marin d'Athènes. Est-ce qu'il n'y a pas un aspect, disons, un peu onirique, par exemple, ou mystérieux dans le marin d'Athènes qui a pu dérouter beaucoup de téléspectateurs? Oui, Parce mais que vous je aimez pense volontiers que manier justement l'aspect indécis un peu de certains personnages. Oui, mais je pense que malgré tout, ça reste assez clair parce que ceux qui l'ont aimé, ils l'ont quand même compris. Il y a beaucoup de gens qui l'ont aimé. Non, bien sûr que j'ai fait exprès. À certains moments, on ne sait jamais qui c'est ce gars-là, si c'est un marin ordinaire ou si c'est son frère. Mais ça, c'est grâce au jeu des comédiens qui ont vraiment réussi à recréer l'atmosphère du frère et de la sœur. Vous dites on ne sait jamais qui c'est ce gars-là et je crois que c'est une expression qui est valable pour à peu près tout ce que vous avez écrit, à peu près tous vos livres. Il y a toujours une certaine ambiguïté dans vos personnages. Vous n'êtes pas du tout de cette race d'écrivains qui aime définir, se donner l'illusion, disons, qu'il possède ses personnages à fond. Les caractères sont toujours très ouverts. Ben, d'abord, je ne fais pas de plan, j'écris jamais avec un système de tant de pages pour l'introduction, tant de pages pour le développement, tant de pages pour le premier rebondissement et tout ça. J'invente au fur et à mesure. Et en plus, écoutez, je pourrais vous répondre que personne n'est entier. On est tous un, deux, trois, 10 personnages. Alors, je me suis jamais occupé à part ça de psychologie dans ce que j'écris. Ça ne me vient pas d'idée. Enfin, je fais un personnage, puis j'espère qu'il va vivre, et je me demande ce qu'il va faire le lendemain. J'espère qu'il va savoir quoi faire. Donc c'est votre réalité la plus profonde que vous Ben, c'est-à-dire soumettez comme que, ça au lecteur. oui, oui, c'est-à-dire que je fais confiance en un personnage. J'essaie de créer des. Enfin, j'essaie de créer, je sais pas, les personnages qui sortent du stylo, ils sont bons ou ils sont pas bons. S'ils sont bons, ils se débrouillent. Dans un livre qui a beaucoup retenu l'attention aussi, vous avez parlé de Rome Soda tout à l'heure, qui, en somme, ce sont des récits Mhm, de votre séjour en Haïti. Euh, il y a le marin d'Athènes, il y a quelqu'un pour m'écouter. mhm. Et quelqu'un pour m'écouter, ça a troublé beaucoup de lecteurs, je crois. Vous avez eu un succès d'estime, évidemment, un très grand succès de critique, je crois. Mais c'est que votre histoire bascule, hein, à un moment Mhm. donné. Dans la deuxième partie, je crois que vous dites, je n'invente pas d'histoire, je raconte ce que j'ai vu, senti, vécu. Je ne peux plus jouer à l'auteur détaché au jeu de camouflage. Oui, ben, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Il y a une raison concrète d'abord. J'avais soumis le manuscrit à quelqu'un qui m'a dit c'est trop court. Pourquoi tu ajoutes pas un chapitre? Je sais pas. Il m'avait donné un peu, sans vraiment me dire quoi faire, il m'avait donné une idée. C'est là que j'ai pensé d'arrêter le roman en plein milieu, un peu pour démystifier les personnages et de dire, bon, tout ça c'est de la frime, maintenant je pars sérieusement, Rémi n'existe pas, voilà, c'est moi. Et maintenant je vais vous dire qui je suis. Mais ça pouvait être aussi ça de l'imaginaire. Encore là, ça pouvait Ça l'être. pouvait être encore de l'imaginaire. Alors, ça restait, je pense, permis, disons pas classique, mais très vraisemblable. Mais c'est là que ça pouvait être déroutant pour le lecteur. Euh, oui, mais Parce que là, il se disait, est-ce que c'est Réal Benoît qui parle au premier degré ou au second degré? Est-ce bah, que c'est une de ses inventions encore? oh, il pouvait le dire ou bien il pouvait pas le dire, mais comme le troisième volet, le troisième chapitre ramenait à l'action du premier, je pense que finalement ça raccordait assez bien.
Mais il y a d'ailleurs des gens, c'est vrai ce que vous dites, il y a des gens qui n'ont pas tellement aimé la partie du milieu. Alors que d'autres ont trouvé que ça se tenait. Mais est-ce qu'il n'y a pas la contradiction entre un récit de fiction, disons un récit qui se veut romanesque, et puis tout à coup, certains ont pu avoir l'impression que l'auteur se disait non, c'est fini, je ne suis pas un romancier, je veux dire directement au lecteur ce que moi je ressens. Est-ce qu'il n'y a pas quand même de ça chez vous? Est-ce qu'il n'y aurait pas un désir Ben, de vous écrire oui, en collant d'aussi près que possible à votre propre réalité? oui, d'accord, mais je pense qu'il n'y a personne qui peut écrire, enfin pas moi, peut-être que Simenon et beaucoup de gens, et enfin, excusez le nom de Simenon, et c'est pas du tout une comparaison avec un autre, mais moi, je pourrais pas écrire ce que j'ai pas vécu, ce que je sens pas. Je veux dire, je pourrais pas dire, bon, ben voici un personnage, il va s'appeler Bob, voici une bonne femme, elle va s'appeler Alice, et qu'est-ce qu'il ferait? Il ferait ci, il ferait ça, et là, bâtir une histoire de pure fiction. Enfin, moi, je ne crois pas à ça. Je mets tout ce que je peux d'expérience, de souvenirs, d'associations, de projections, de rêves, Je mets tout ce que je peux, dans quel ordre, c'est souvent assez confus peut-être, mais forcément, ça colle à moi. Et peut-être que j'arrive, comme vous dites, à des contradictions flagrantes, mais ça, je m'en soucie pas. Donc ça devient cet étrange et passionnant phénomène, j'imagine, pour un écrivain, de tout à coup se voir, mais à travers des Ouais. lunettes qui ne sont pas les siennes, et peut-être découvrir quelque chose d'essentiel chez lui. Ah oui? Moi, je Vous, par trouve exemple, ça. cette expérience, ça a pu vous faire découvrir quelque chose sur vous-même? C'est-à-dire que, oui, oui, et ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Et ça me confirme surtout dans certaines idées que j'ai. Quand j'écris quelque chose, quand je lance un thème ou un sujet, et je me rends compte que 30 pages plus loin, en le relisant, je viens de fermer la boucle, sans le vouloir. Alors je me dis naïvement à ce moment-là que c'est bon. On remarque à travers toute votre œuvre une chose et qui est probablement unique chez nos écrivains, et c'est la suivante. On a l'impression que c'est la première fois qu'un écrivain d'ici, vous êtes authentiquement un écrivain canadien, français, québécois, mais que vous êtes tout à fait, au plan de la psychologie, en dehors du contexte canadien, français, québécois. Alors vous voulez que je vous explique ça? Ben, je sais pas, parlez-moi là-dessus. Mon Dieu, je sais pas. C'est sûrement une forme de personnalité qui est peut-être, enfin c'est moi, c'est sûrement moi. Je fais pas exprès pour écrire, euh, de créer des personnages dépaysés, des personnages qui sont pas d'ici. Bien que je pense bien que dans le fond ils doivent l'être, parce que moi je suis d'ici, donc c'est canadien. Donc, nécessairement, vos personnages sont probablement d'ici, mais ils pourraient être d'ailleurs également. Écoutez, je suis né à Sainte-Thérèse de Blainville. Ça peut pas être plus québécois. Est-ce que ça serait, voyez-vous, j'ai eu, par exemple, c'est peut-être pas valable comme explication, j'ai eu une formation musicale assez poussée et très jeune. Bon, ben, déjà, ça veut dire un attachement, enfin, pas beaucoup au problème canadien-français, ça. Parce que la musique, quand j'avais 5 ans, 10 ans, 15 ans, je n'en avais pas beaucoup ici. Euh, Peut-être que la musique, l'espèce de sensibilité, disons, que la musique m'a donnée, m'a peut-être porté vers des situations qui sont pas, qui collent pas strictement à la vie d'ici. Seulement, je sais pas si je suis si peu d'ici. C'est vraiment pas. C'est parce que c'est peut-être aussi la façon dont je m'exprime. Enfin, mon style. Oui. Hein? Mhm. Je pense que ça, c'est très important. Je pense que le style des pays, peut être plus que les situations et les personnages. Bon, alors, ce style, cette façon de raconter l'histoire que vous avez à nous raconter, c'est un style que vous avez développé comme ça d'une façon instinctive ou quoi? De quelle façon ça vous vient, ça? De quelle façon vos personnages vous viennent et la façon de les raconter? Je pense que j'écris un peu comme je parle beaucoup, j'ai pas mal de bagou, je pense. Et disons que j'écris comme si je racontais des rêves éveillés. Quelqu'un qui s'en va dans sa voiture, il y a 1000 pensées qui l'assaillent alors qu'il est au volant, ça peut même être dangereux. Mais enfin, il faut faire attention. Et là, ça se présente, pas pêle-mêle, mais quand même avec un certain ordre d'association. C'est un cheminement un peu spécial et je pense que j'écris comme ça.
Et ça m'est pas venu parce que j'ai dit un jour, moi je veux faire de la littérature moderne. Je sais qu'il y a des critiques qui ont dit, par exemple, Ariel Benoît, dans tel livre, a délibérément choisi la forme de littérature nouvelle vague, moderne. Ben, je pense qu'on peut pas choisir comment on écrit, parce qu'on écrit, puis on écrit comme on écrit. On ne dit pas, je vais faire un roman moderne, et là je vais les avoir, et là Donc, ils y comprendront rien. vous écrivez de Euh, telle façon parce que vous sentez les choses comme ça. je les sens comme ça, et j'écris très vite, et j'écris très spontanément. Et j'écris un peu comme je rêverais éveillé. Seulement, ça revient au problème du cinéma qui en est toujours un faux quand ils veulent pas, quand ils se défendent de vouloir copier les Français ou les Russes ou les Italiens ou les Américains. Je pense que par le fait même que le film est fait ici, la même chose pour un roman, ça va être un film, c'est un faux problème. Le film va être canadien-français de toute façon, comme le roman va l'être. Sauf que ce que les critiques veulent dire dans ce temps-là, c'est que peut-être je ne suis pas, disons, politiquement engagé aussi. Et disons que le problème relation famille, relation église, tout ça, je le fais moins ressentir que d'autres. Et c'est dans ce sens-là que certains voient dans vos écrits quelque chose qui est hors du contexte, du moins du contexte immédiat et de celui qu'exploitent à peu près tous les écrivains de chez nous. Mhm. Mais ça, c'est pas voulu, ça vient spontanément chez Ah, vous. c'est pas voulu du tout, du tout, du tout. Qu'est-ce que ça vous donne dans l'immédiat, là, quand vous écrivez, au moment même où vous écrivez? Si je juge que c'est bon, je suis très satisfait. Mais ça, c'est dans l'immédiat. Deux Mhm. jours après, alors là, je suis complètement désespéré parce que là, je me dis ça vaut rien. Mais dans Euh, l'immédiat, je suis heureux. Vous me disiez tout à l'heure que très jeune, vous avez étudié la musique hein, pendant de nombreuses années. Est-ce que vous vous destiniez, quand vous étiez enfant, à une Non, carrière musicale? ben, non, c'est pas tellement ça, mais comme j'avais eu la polio très jeune, j'étais donc handicapé. Et dans ce temps-là, je pense bien que ça doit se faire aussi. Et c'était un beau geste de mes parents. Ils se sont dit, celui-là, on va lui donner des chances particulières. Et j'ai donc appris le piano, disons, très jeune. Et j'ai laissé aussi très jeune, mais je suis resté avec un besoin, une soif de musique, alors insatiable, et qui dure encore aujourd'hui. Et la musique, c'est une grande, grande partie de ma vie et ça se lit enfin, dans tout ce que Mhm. j'écris. Je mets même des fois, tiens, dans quelqu'un pour m'écouter, il y a même des personnages de. On m'a accusé d'être précieux et snob, mais des personnages de Péléas et Mélisande. Et tiens, c'est même par ça que j'ai connu ma femme, ma présente femme, Francine Rondeau. Comment ça s'est passé? Ben, parce que les Rondeau étaient des péléastres extraordinaires. Ils connaissaient Péléas et Mélisande par cœur comme moi. Et quand Francine a lu quelqu'un pour m'écouter et qu'elle a vu ses références à Golo, à Péléas, Oui. à Arkel, à Mélisande, elle s'est dit, pas possible, qui sait ce qu'elle a. Alors, c'est une façon de faire des conquêtes. Oui. Du moins, une conquête extrêmement Oui, sérieuse. justement, très bonne conquête, oui. Vous étiez très jeune quand vous avez eu ce malheur, là, quand vous avez eu la Oui, polio? oui, quand j'ai eu la polio, j'avais 2 ans. Ah, Mais vous aviez 2 ans, 2 ans, donc mais ça m'a jamais empêché de rien faire, même pas de non. partir en bas de la voie. Mhm. Non, ça m'a jamais handicapé physiquement, vraiment. Mais quand vous étiez enfant, là, est-ce que vous vous sentiez pas un petit peu quand même, C'est un quand vous truc, vous compariez aux autres, oui, là? oui, oui, c'est un truc dont il est assez difficile de se débarrasser jeune. Parce que, justement, peut-être à cause de l'attention spéciale que les parents portent, Oui. et les amis, et l'entourage, et tout ça, et ça prend un certain temps. Et c'est idiot à dire aujourd'hui, avec tout le recul, et aujourd'hui, ça me dérange pas du tout, du tout, du tout, mais à 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, ça prend un certain temps avant de vous habituer à, disons, ne pas marcher comme les autres. C'est assez étonnant ce que ça peut faire. Surtout quand on sait que les jeunes enfants sont habituellement assez méchants. Hein. Ça, oui, c'est assez curieux, oui. Je me souviens quand j'étais jeune et je voyais un groupe d'enfants qui me regardaient venir, je traversais la rue. Donc, est-ce que ça ne risque pas chez un jeune enfant, chez vous en l'occurrence, de surdévelopper une sensibilité qui pourrait devenir dangereuse, disons, un peu Oui, ça pourrait morbide? faire des traumatismes, sûrement, mais ça peut aussi développer une sensibilité intérieure qui peut être également dangereuse, mais qui peut être enrichissante, je pense. Je pense que moi, ça m'a donné une chance d'apprendre beaucoup, 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 et de me dire, je me souviens que quand j'étais jeune et que je courtisais les petites bonnes femmes, que je les aurais non pas parce que j'étais un athlète, mais je les aurais par. C'était très curieux. Et est-ce On peut penser à ça, tu sais, ça peut aller aussi loin que ça. À ce moment-là, est-ce que vous étiez aussi sensibilisé à la littérature que vous l'étiez à la musique? Euh, Beaucoup moins, beaucoup moins, beaucoup moins. Comment ça vous est Ben, arrivé? je lisais des choses, j'ai toujours lu des choses un peu ésotériques. Disons, j'ai jamais eu une formation classique.
De sorte que j'ai lu Stendhal il y a à peine 3 4 ans, Flaubert aussi, et des grands classiques, Racine et tout ce que vous voulez. J'ai lu ça très tard. C'est peut-être l'âge d'ailleurs aussi pour lire les Peut-être. classiques. J'ai lu, disons, par exemple, c'est parce que j'étais jeune et peut-être que ça me plaisait d'une façon particulière, tout Rabelais, les récits de voyage. J'ai aimé Sandrard, par exemple, très, 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 très jeune. Et plutôt des choses un peu spéciales, éclectiques, pas tellement des choses classiques. Ou bien, si par hasard il m'en tombait sous la main, oui, bien sûr, Baudelaire, Edgar Allan Poe, ça aussi, j'ai eu ça jeune. Mais c'était plutôt des trucs hors de l'ordinaire. J'ai aimé Giraudoux très vite. Giraudoux a eu beaucoup, beaucoup d'importance pour moi. Mais de tout ça, là, aujourd'hui, Ouais. qu'est-ce qui vous reste comme premier intérêt, comme chose qui vous motive Ou le essayer de plus? vivre, essayer de continuer à vivre, à avoir un peu la chance de rêver encore, avoir une vie qui soit la plus enrichissante possible et encore écrire, oui. Vous écrivez une pièce actuellement, je crois. Oui, j'achève une pièce. Qu'est-ce que c'est que cette pièce? Je me plais à lui donner un titre amusant pour le moment. Je ne sais pas si je vais le conserver, mais j'aime bien le titre. Ça s'appelle Le chant des grenouilles après la pluie. Ben, je sais pas, ça sera peut-être pas ça du tout. Mais en attendant, je trouve ça amusant comme titre. C'est une pièce que vous avez faite pour la télévision ou pour le théâtre? Dans le théâtre. Qu'est-ce que c'est que les grenouilles là-dedans? Le chant des grenouilles, non, c'est simplement un type qui raconte ses souvenirs et pour se défendre d'être cruel, pour se défendre contre une accusation de cruauté, il raconte que jeune, les copains soufflaient des grenouilles par le derrière avec une paille, mais que lui, il n'a jamais fait ça. Il laissait faire les copains, mais il souffrait en silence pendant que les copains faisaient ça. Mais lui, il faisait jamais ça. Alors, à un moment donné, les grenouilles reviennent dans le paysage et ça m'a donné l'idée du titre. Il n'y a pas vraiment. Celui qui ne faisait jamais ça, c'était vous, j'imagine. Oui,